La fumée des cigares flottait dans le salon des Fitzgerald. Les chandelles éclairaient la table de jeu où 5 hommes étaient assis depuis 4 heures. Des verres de whisky, des billets de banque éparpillés, des visages tendus. C'était février 1847 et la haute société de Rio de Janeiro s'amusait comme elle seule savait le faire. Edward Whitfield observait ses cartes avec un sourire satisfait. 38 ans, propriétaire d'une des plus grandes plantations de café de la région, connue pour sa richesse et son goût du luxe. En face de lui, Marcus Sullivan transpirait. Il venait de perdre 300 $ en 1 heure. « Je mise 100 de plus », annonça Whitfield, poussant ses jetons au centre de la table. Sullivan regarda ses cartes, puis l'argent devant lui. Il n'en avait plus assez pour suivre. Les autres joueurs attendaient, amusés par son embarras. « Je n'ai plus de liquide », admit Sullivan, la voix tendue. « Alors retire-toi », répondit froidement Whitfield. Mais Sullivan avait une bonne main. Il le savait. S'il gagnait ce coup, il récupérerait tout. Il chercha autour de lui, désespéré. Ses yeux tombèrent sur Ayana, debout près de la porte, servant du vin aux invités. 22 ans, esclave personnel de Sullivan depuis 5 ans. « J'ai quelque chose d'autre à miser. » Le silence se fit dans la pièce. « Ayana, je la mise contre tes 100 $. » Whitfield leva les yeux de ses cartes. Il observa Ayana un long moment. Grande, le regard vide comme toutes les esclaves bien dressées, elle se tenait immobile. Quelque chose dans son apparence l'intrigua. Pas juste sa beauté, une certaine prestance qu'elle n'avait pas complètement perdue. Accepté. Les cartes furent retournées. Whitfield avait un foule au roi. Sullivan s'effondra sur sa chaise. Il venait de perdre son esclave favorite sur un simple pari. « Viens ici », ordonna Whitfield à Ayana. Elle traversa la pièce, la tête baissée. Elle savait ce que ça signifiait. Elle venait de changer de propriétaire comme on change un meuble de place. Whitfield la regarda de près, presque cliniquement. « Tu sais lire ?»« Non, maître. » C'était un mensonge. Sa mère lui avait appris avant d'être vendue. Mais aucun maître ne devait le savoir. « Bien, va chercher tes affaires. On part maintenant. » 15 minutes plus tard, Ayana montait dans la calèche de Whitfield. Elle laissait derrière elle la maison des Sullivan, les autres esclaves avec qui elle avait vécu 5 ans, tout ce qu'elle connaissait. La calèche s'éloigna dans la nuit, direction une plantation à 50 km de Rio. Dans l'obscurité, Ayana ne voyait pas le visage de Whitfield, mais elle entendait sa respiration régulière, sentait son regard peser sur elle. Quelque chose dans l'air était différent. Avec Sullivan, elle savait à quoi s'attendre. Avec cet homme, elle ne savait rien. Et cette incertitude la glaçait. La plantation de Whitfield était immense. Des champs de café à perte de vue, une maison principale imposante de style colonial, des quartiers pour les esclaves à l'arrière. Ayana fut conduite directement à la maison principale, pas au quartier. Mauvais signe. « Tu vas vivre ici », annonça Whitfield en ouvrant une porte. « Cette pièce est la tienne. » C'était une petite chambre à côté de ses appartements. Pas un placard, une vraie chambre avec un lit. Ayana ne savait pas si elle devait se sentir rassurée ou encore plus inquiète. Les premiers jours furent calmes. Whitfield la laissa s'installer, lui donna des tâches simples. Nettoyer la maison, préparer ses repas, organiser sa garde-robe. Elle commençait à penser que peut-être elle avait eu de la chance. Puis vint le premier soir. Whitfield l'appela dans son bureau après le dîner. Il était assis derrière son bureau massif, un verre de cognac à la main. Sur le bureau, plusieurs objets étranges. Des instruments qu'elle ne reconnaissait pas. Approche. Elle obéit. Il se leva, marcha autour d'elle lentement. « Je t'ai observé cette semaine. Tu es obéissante, discrète, efficace. Bien. Mais je ne t'ai pas gagné pour tes talents domestiques. » Il s'arrêta face à elle. « Je m'ennuie, tu vois. J'ai de l'argent, du pouvoir, tout ce qu'un homme peut désirer. Mais l'ennui est le prix du succès. Alors j'ai développé des intérêts particuliers. » Il prit un des objets sur le bureau. « Je m'intéresse à la nature humaine, à ce qui se passe quand on pousse quelqu'un à ses limites. Tu vas m'aider dans mes recherches. » Ce soir-là,
Ayana comprit qu'elle n'avait pas eu de la chance. Elle était tombée entre les mains d'un monstre. Les mois suivants furent un cauchemar méthodique. Whitfield ne se contentait pas de violences physiques comme d'autres maîtres. Il était plus pervers, plus calculateur. Il privait Ayana de sommeil pendant des jours, puis observait comment son esprit se fragmentait. Il chronométrait combien de temps avant qu'elle commence à halluciner, avant que ses mains tremblent trop pour tenir une tasse. Il la nourrissait abondamment une semaine, puis la laissait affamer la suivante, notant les changements dans son comportement. Il étudiait comment la faim affectait sa capacité à penser, à obéir, à résister. Tout était documenté avec une précision clinique. Les humiliations étaient soigneusement calibrées. Certains jours, il l'habillait comme une dame pour ensuite la faire ramper par terre devant lui. D'autres fois, il l'enfermait dans le noir pendant des heures avant de la questionner sur ses peurs. Il testait les limites de la psyché humaine. Il organisait des soirées où ses amis de la haute société venaient. Des hommes riches qui partageaient ses intérêts malsains. Ayana devait servir pendant qu'il discutait d'elle comme d'un spécimen. Il parlait ouvertement de ses réactions, comparait leurs propres recherches sur leurs esclaves. Parfois, il proposait leurs propres expériences. Whitfield acceptait ou refusait selon son humeur, comme on décide d'un programme scientifique. Le pire était peut-être les carnets. Whitfield documentait tout. Il écrivait ses observations sur Ayana avec la précision d'un scientifique étudiant un insecte. Combien de temps avant qu'elle pleure? Combien de jours de privation avant qu'elle supplie? Quelle humiliation la brisait le plus? Un an passa. Ayana était devenue une coquille vide. Elle ne pensait plus à s'échapper. Où irait-elle? La plantation était isolée. Les esclaves qui fuyaient étaient rattrapés et pendus. Elle survivait jour après jour, attendant juste que ça se termine. Puis quelque chose changea. C'était un soir d'octobre 1848. Whitfield était rentré ivre d'un club en ville. Il avait titubé jusqu'à sa chambre et s'était effondré sur son lit, ronflant immédiatement. Ayana devait ranger son bureau comme chaque soir. Elle commença machinalement, empiler les papiers, ranger les livres, vider le cendrier. Puis, elle remarqua que le tiroir du bureau était resté ouvert. Whitfield le fermait toujours à clé. Toujours. Mais ce soir, dans son ivresse, il avait oublié. Ayana hésita. Fouiller dans ses affaires était punissable de coups de fouet. Mais sa curiosité fut plus forte. Elle ouvrit le tiroir complètement. Des lettres. Des dizaines de lettres attachées par des rubans. Elle en prit une au hasard, la déplia. L'écriture était féminine, élégante. « Mon cher Edward, notre rencontre d'hier après-midi me hante encore. Je ne devrais pas t'écrire ces mots, mais je ne peux m'en empêcher. Mon mari sera absent jeudi prochain. » Ayana lut le nom en bas. Helena Carrington. Elle connaissait ce nom. L'épouse du juge Carrington, un des hommes les plus puissants de Rio. Une femme mariée écrivant des lettres d'amour à Whitfield. Elle continua à fouiller. Un autre paquet de lettres, cette fois de Whitfield à différents hommes. Des discussions sur des livraisons de Cuba. Des chiffres, des dates, des noms de navires. Elle comprit en lisant attentivement. Trafic d'esclaves. Illégal depuis 1831, mais apparemment très profitable. Les montants étaient énormes. Des dizaines d'esclaves transportés chaque mois, vendus sous de faux certificats. Plus profond dans le tiroir, un registre relié en cuir noir. Des colonnes de chiffres soigneusement alignées, des noms, des montants qui donnaient le vertige. Dettes de jeu. Whitfield devait des milliers de dollars à des hommes au nom qui sentaient le danger. Santiago Rodrigue, 5 000 $. Antonio Mendes, 3 000. Carlos Vega, 4 000. Des criminels, pas des gentlemen. Des hommes qui brisaient les jambes de ceux qui ne payaient pas. Et finalement des documents fonciers avec des sceaux officiels. Ayana ne comprenait pas tout le jargon juridique complexe, mais certains mots revenaient comme des accusations, falsification, signature contrefaite, propriété contestée, fraude documentaire. Whitfield avait volé des terres appartenant à d'autres. Il avait falsifié des actes de propriété, corrompu des notaires, escroqué des voisins. Son empire était bâti sur le mensonge. Elle resta là, debout dans le bureau, les mains tremblantes.
Whitfield n'était pas juste un sadique, c'était aussi un criminel, un tricheur, un homme avec des secrets qui pouvaient le détruire. Pour la première fois en 1 an, quelque chose remua dans son esprit mort. Un espoir minuscule, fragile. Whitfield n'était pas intouchable. Il avait des faiblesses. Elle remit tout en place exactement comme elle l'avait trouvé. Puis elle ferma doucement le tiroir et termina son travail. Mais son cerveau tournait à pleine vitesse. Si elle était assez intelligente, assez patiente, peut-être qu'elle pouvait utiliser ces informations, peut-être qu'elle pouvait se libérer. À partir de cette nuit, Ayanna changea. Pas extérieurement. Elle continuait à jouer la femme brisée que Whitfield croyait avoir créée. Mais intérieurement, elle s'était réveillée. Chaque fois que Whitfield laissait son bureau ouvert, elle fouillait méthodiquement. Elle lisait tout ce qu'elle pouvait, mémorisant les détails importants. Les lettres de Mrs. Carrington devenaient de plus en plus explicites au fil des mois. Des rendez-vous secrets dans des hôtels, des déclarations passionnées, des promesses d'amour éternel. Chaque lettre était une arme potentielle. Le trafic d'esclaves continuait avec une régularité impressionnante. Whitfield recevait des rapports mensuels de ses contacts à Cuba. Tant d'esclaves transportés, tant vendus, tant de profits. Les dettes augmentaient paradoxalement malgré ses revenus. Whitfield jouait gros, perdait plus souvent qu'il ne gagnait. Les documents falsifiés s'accumulaient dans le tiroir comme des preuves attendant d'être découvertes. Elle commença à voler stratégiquement. Pas tout d'un coup. Juste des copies méticuleuses. Elle prenait une lettre, la cachait sous ses vêtements avec une adresse qui battait trop vite, montait dans sa chambre et la recopiait mot pour mot sur du papier volé. Elle s'assurait que chaque virgule, chaque accent était identique. Puis elle remettait l'original exactement à sa place. Whitfield ne remarqua jamais rien, trop arrogant pour imaginer qu'une esclave puisse le manipuler. Le problème était qu'elle ne savait pas vraiment bien lire au début. Elle déchiffrait laborieusement, mais lentement, perdant souvent le fil des phrases complexes. Alors elle se mit à étudier sérieusement, avec la discipline d'une étudiante acharnée. Elle vola des livres dans la bibliothèque de Whitfield, les lisait la nuit à la lumière d'une bougie volée. Elle commença par des textes simples, puis progressa vers des documents juridiques plus complexes. Elle apprit le vocabulaire technique, les formulations officielles, les tournures de phrases qui donnaient aux documents leur autorité. En 6 mois, elle lisait couramment, comprenant même les subtilités juridiques. Puis elle s'attaqua à l'écriture, un défi encore plus grand. Elle devait pouvoir imiter la signature de Whitfield à la perfection si elle voulait créer ses propres papiers de liberté. Une seule erreur et ces documents seraient identifiés comme faux. Elle pratiquait des heures chaque nuit, la main crampée par l'effort, sur des morceaux d'écorce d'abord, gratuits et jetables, puis sur du vrai papier quand elle fut plus confiante dans son geste. Elle copia sa signature des centaines de fois, étudiant chaque courbe, chaque pression de la plume, jusqu'à ce que sa main reproduise le mouvement inconsciemment. Elle testa même différentes plumes pour trouver celle qui donnait le rendu le plus authentique. Elle apprit aussi qui était qui dans ce jeu complexe de pouvoir et d'influence. Le juge Henry Carrington, mari trompé qui ne savait rien des escapades de sa femme. Un homme fier, strict, obsédé par l'honneur et la réputation. Apprendre l'infidélité de sa femme le détruirait autant que Whitfield. L'évêque Manuel Santos, homme très religieux qui prêchait régulièrement contre le trafic d'esclaves depuis sa chair. Il serait scandalisé d'apprendre qu'un membre éminent de sa congrégation violait si ouvertement la loi de Dieu et celle des hommes. Le gouverneur Antonio Pereira, politicien ambitieux, obsédé par sa réputation et son image publique. Un scandale impliquant des fraudes sous son administration serait désastreux pour sa carrière. Les créanciers de Whitfield, des hommes dangereux comme Santiago Rodrigue et Carlos Vega, qui n'apprécieraient absolument pas qu'on les escroque en cachant l'étendue de ses dettes. Pendant tout ce temps, elle continuait à subir les expériences de Whitfield. Mais maintenant, elle avait un but. Chaque humiliation, chaque douleur, elle les endurait en pensant au jour où elle le détruirait. Cette pensée la gardait saine d'esprit. 1 an passa ainsi. Février 1849. 2 ans exactement depuis qu'elle était devenue sa propriété. Elle avait tout ce qu'il lui fallait. Copie de toutes les lettres compromettantes, registre du trafic, preuves de fraude, documents de dette,
et ses papiers d'affranchissement parfaitement falsifiés, avec la signature de Whitfield. Elle cacha tout dans les quartiers des esclaves, dans une boîte enterrée sous le plancher d'une cabane abandonnée. Personne ne fouillait là. Il ne restait plus qu'à choisir le moment parfait. Le grand bal annuel des planteurs était prévu pour le 15 mars. Tous les riches de la région seraient réunis dans la demeure des Almeida. Whitfield n'aurait jamais manqué ça. Il aimait parader, montrer sa richesse, jouer les grands hommes. Ce serait le moment parfait. Whitfield absent toute la nuit. Le chaos du bal signifiait que personne ne remarquerait ses allées et venues. Et surtout, les documents arriveraient à destination le lendemain matin, quand tout le monde serait encore à parler du bal. Ayanna prépara tout méticuleusement. Elle contacta discrètement Thomas, un esclave affranchi qui travaillait en ville comme porteur. Elle lui donna de l'argent volé pour qu'il lui procure des enveloppes, du papier de qualité et de la cire à cacheter. Thomas ne posa pas de questions. L'argent parlait. Elle écrivit les adresses avec soin. Juge Henry Carrington. Évêque Manuel Santos. Gouverneur Antonio Pereira. Gazette de Rio. Et séparément, les 3 principaux créanciers de Whitfield, dont elle avait trouvé les noms dans les registres. Elle emballa les documents dans chaque enveloppe. Pour le juge, les lettres d'amour de sa femme. Pour l'évêque, les registres de trafic d'esclaves. Pour le gouverneur, les preuves de fraude foncière. Pour la Gazette, des copies de tout. Pour les créanciers, les détails exacts de ce que Whitfield leur devait et des propriétés qu'il possédait. Elle prépara aussi son propre départ. Un petit sac avec ses affaires essentielles. Ses papiers d'affranchissement. L'argent qu'elle avait volé au fil des mois, suffisant pour vivre 6 mois. Des vêtements simples mais de femme libre, pas d'esclaves. Le 14 mars au soir, tout était prêt. Whitfield se préparait pour le bal, excité comme un enfant. Il mit son plus beau costume, se parfuma excessivement, vérifia son apparence dans le miroir pendant 20 minutes. « Je rentrerai tard », dit-il à Ayanna. « Probablement demain matin, profites-en pour dormir. » Il partit dans sa calèche. Ayanna attendit 1 heure pour être sûre. Puis elle agit. La nuit était tombée. Ayanna sortit de la maison principale avec son sac. Elle marcha calmement vers les quartiers des esclaves. Personne ne l'arrêta. Elle était souvent là pour distribuer des provisions. Elle récupéra la boîte enterrée. Tous ses mois de travail étaient là-dedans. Elle vérifia une dernière fois que tout était en ordre, puis elle retourna vers la route principale. Thomas l'attendait avec une charrette comme convenu. Elle lui donna les enveloppes et l'argent. « Tu les livres demain matin, exactement comme je t'ai dit. D'abord celle-ci au juge à 7 heures, puis celle-ci à l'évêque à 8 heures, le gouverneur à 9 heures, la Gazette à 10 heures, et ces 3-là aux adresses marquées. » Thomas hocha la tête. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais l'argent qu'elle lui donnait valait 1 mois de travail. « Et toi ?» demanda-t-il. « Je ne suis jamais venu ici. Tu ne m'as jamais vu. Compris ?»« Compris. » Il partit dans une direction, elle dans l'autre. Elle marcha jusqu'à la route principale et attendit. À minuit pile, la diligence pour Sao Paulo passa. Elle monta, paya son billet avec l'argent volé. Le conducteur ne posa pas de questions. Une femme noire avec de l'argent et des vêtements décents, ce n'était pas si rare. La diligence roula toute la nuit. Ayanna ne dormit pas. Elle regardait par la fenêtre, s'éloignant kilomètre par kilomètre de l'enfer qu'elle laissait derrière. Mais son esprit était déjà au lendemain matin, quand le juge Carrington recevrait les lettres de sa femme, quand l'évêque découvrirait le trafic, quand le gouverneur verrait les fraudes, quand la Gazette publierait tout, quand les créanciers viendraient réclamer leur dû. Elle imaginait Whitfield rentrant du bal, fatigué mais content. Il entrerait dans sa maison, ne trouverait pas Ayanna, hausserait les épaules. Puis les visiteurs commenceraient à arriver. Un par un, chacun avec sa copie des documents, chacun furieux, indigné, exigeant des explications. Elle sourit pour la première fois en 2 ans. Un vrai sourire. Le lendemain matin à 7 heures, Thomas frappa à la porte de la maison du juge Carrington. Un domestique prit l'enveloppe et la porta immédiatement au juge, qui prenait son petit déjeuner avec sa femme. Henry Carrington ouvrit l'enveloppe sans méfiance.
Il commença à lire la première lettre. Son visage devint rouge. Il lut la deuxième, puis la troisième. Puis il regarda sa femme assise en face de lui, souriante et innocente. « Helena, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il lui jeta les lettres à la figure. Elle les ramassa, les lut, et toute couleur quitta son visage. C'était son écriture, ses mots, ses secrets. « Henri, je peux expliquer. » Mais il était déjà debout, hurlant. Les domestiques accoururent. Le chaos explosa dans la maison Carrington. À 8 heures, l'évêque Santos reçut son enveloppe. Il lut les registres de trafic avec une horreur grandissante. Edward Whitfield, qu'il considérait comme un homme respectable, importait illégalement des esclaves depuis Cuba. C'était une abomination devant Dieu et la loi. Il convoqua immédiatement son secrétaire. Écrit une lettre au chef de la police. Maintenant, à 9 heures, le gouverneur Pereira découvrit les fraudes foncières. Des terres volées, des signatures falsifiées, des escroqueries qui touchaient d'autres propriétaires influents, des hommes qui voteraient aux prochaines élections. Ce scandale pouvait ruiner sa carrière. Il appela son avocat. « Prépare un dossier complet. Je veux que Whitfield soit poursuivi pour tout. » À 10 heures, la Gazette de Rio reçut le paquet le plus complet. Le rédacteur en chef, un homme cynique qui avait tout vu, lut les documents avec des yeux de plus en plus grands. C'était le scoop du siècle. Trafic, adultère avec l'épouse d'un juge, fraude, dette chez des criminels. On met ça en première page demain. Tout. Pendant ce temps, les 3 créanciers recevaient leurs enveloppes. 3 hommes dangereux qui n'aimaient pas qu'on leur doive de l'argent. Ils découvraient non seulement l'étendue des dettes de Whitfield, mais aussi qu'il leur avait menti sur sa situation financière. Ils envoyèrent leurs hommes à la plantation. Whitfield rentra chez lui vers midi, fatigué mais heureux. Le bal avait été magnifique. Il avait gagné $200 aux cartes. Il entra dans sa maison en sifflotant. « Ayana, où es-tu » Pas de réponse. Il fronça les sourcils mais n'y pensa pas plus. Elle était probablement au champ, puis il vit la première calèche arriver. Le juge Carrington en descendit comme une furie. Whitfield, espèce de porc. Le juge monta les marches, les lettres à la main. « Tu as osé. Avec ma femme, je vais te détruire. » Whitfield recula, confus. « Je ne comprends pas. » « Ça. » Le juge lui jeta les lettres. Whitfield les ramassa, lut. Son sang se glaça. Comment le juge avait-il eu ces lettres? Elles étaient dans son tiroir fermé à clé. Avant qu'il puisse répondre, une deuxième calèche arriva. Le chef de la police avec 4 hommes armés. « Edward Whitfield, vous êtes en état d'arrestation pour trafic illégal d'êtres humains. »« Quoi? C'est ridicule. D'ici. » Le chef de la police brandit les registres. « Nous avons les preuves. Vous pouvez venir paisiblement ou en faire. » Une 3e calèche. Le gouverneur cette fois, accompagné de son avocat. « Whitfield, j'ai ici des preuves de fraude foncière. Plusieurs propriétaires vont porter plainte. Vous êtes fini. » Whitfield regardait autour de lui, paniqué. Comment tout ceci était-il possible? Tout le monde avait ses documents en même temps. Puis les hommes des créanciers arrivèrent. 3 groupes différents, tous furieux. « Tu nous dois de l'argent, Whitfield. On va saisir tes biens, maintenant. Vous ne pouvez pas. »« Oh que si. » Hey. Ils entrèrent dans la maison, commencèrent à faire l'inventaire de tout. Meubles, argenterie, tableaux. Tout serait vendu pour rembourser les dettes. Le lendemain, la Gazette de Rio publia tout en première page. Le scandale explosa dans tout Rio comme une bombe. Edward Whitfield, l'homme respectable qu'on voyait à l'église chaque dimanche, le planteur prospère qu'on enviait, l'invité recherché dans les salons, était en réalité un trafiquant sans scrupules, un fraudeur méthodique, un adultère qui avait séduit la femme d'un des hommes les plus puissants de la ville. Les clubs le bannirent immédiatement. Son nom fut rayé de toutes les listes de membres. Les invitations cessèrent d'arriver. Les gens changeaient de trottoir quand ils le voyaient dans la rue. Les domestiques refusaient de travailler pour lui. Sa réputation, si soigneusement construite pendant des années, s'effondra en quelques heures.
En 48 heures, sa vie fut méthodiquement détruite. Ses terres furent saisies par les créanciers pour payer les dettes massives. Le juge Carrington porta plainte pour adultère et corruption de son épouse. L'évêque le fit excommunier publiquement lors d'une messe spéciale devant toute la congrégation. Le gouverneur ordonna une enquête complète sur toutes ses activités passées, espérant se distancier du scandale. La haute société le bannit complètement. Personne ne voulait plus lui parler, le recevoir, faire affaire avec lui, même être vu à proximité de lui. Et au milieu de tout ce chaos, Whitfield réalisa qu'Ayanna avait disparu. Il chercha partout, envoya des hommes au quartier des esclaves. Personne ne l'avait vue. Elle s'était évaporée. Il retourna dans son bureau dévasté, où les hommes avaient tout saisi. Il ouvrit le tiroir de son bureau. Vide. Toutes ses lettres, tous ses documents secrets avaient disparu. Alors il comprit. L'esclave qu'il croyait avoir brisé, la femme qu'il torturait depuis 2 ans. Elle avait tout volé. Elle avait tout planifié. Elle l'avait détruit. Il s'effondra sur sa chaise et, pour la première fois de sa vie, Edward Whitfield pleura. 6 mois plus tard, Sao Paulo, septembre 1849. Ana Ferreira marchait dans les rues animées du centre-ville. C'était son nouveau nom, sa nouvelle identité. Une femme libre qui travaillait comme coiffeuse dans un atelier respectable. Elle avait loué une petite maison propre dans un quartier tranquille près du marché central. Rien de luxueux, juste 2 pièces modestes avec une cuisine et un petit jardin à l'arrière. Mais c'était à elle, son espace, son refuge, sa liberté. Chaque matin, elle se réveillait sans peur. Personne ne viendrait la torturer, personne ne la possédait. Elle choisissait quand se lever, quoi manger, où aller. Ces choix minuscules que les gens libres trouvaient banals étaient pour elle des trésors quotidiens. Le travail de coiffeuse lui plaisait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle avait toujours été habile de ses mains, mais maintenant elle perfectionnait son art. Mrs. Silva, la propriétaire de l'atelier, une veuve portugaise dans la soixantaine, l'appréciait pour sa précision méticuleuse et son silence respectueux. Elle ne posait jamais de questions sur le passé d'Anna. Beaucoup de femmes à Sao Paulo avaient des secrets, des vies antérieures qu'elles préféraient oublier. Mrs. Silva comprenait ça intuitivement. Anna, maintenant, avait établi une routine qui lui donnait structure et stabilité. Travail du matin jusqu'au soir dans l'atelier lumineux, repas simples mais nourrissants qu'elle préparait elle-même avec des légumes du marché. Lecture le soir à la lumière douce de sa lampe à huile. Des livres qu'elle achetait avec son propre argent durement gagné au petit libraire du coin. Elle dévorait tout, romans français, journaux locaux, essais philosophiques, recueils de poésie, 2 ans de privation intellectuelle à rattraper, un appétit immense pour le savoir. Elle aidait aussi discrètement d'autres personnes dans sa situation. Il y avait une communauté informelle d'esclaves fugitifs à Sao Paulo, cachés dans les ruelles et les quartiers populaires. Ils se reconnaissaient entre eux par des signes subtils, une certaine méfiance dans le regard, une façon de surveiller constamment les alentours, une prudence excessive dans les conversations. Anna leur donnait parfois de l'argent quand elle en avait de côté, des vêtements qu'elle cousait elle-même le soir, des conseils pratiques sur comment se fondre dans la ville ou trouver du travail sans question. Elle ne racontait jamais son histoire complète, gardant ses secrets bien enfouis, juste qu'elle comprenait ce qu'il vivait, qu'elle était passée par là aussi. Cette solidarité silencieuse créait des liens invisibles mais solides. Parfois, tard le soir, quelqu'un frappait à sa porte. Une femme avec un enfant, un homme blessé, quelqu'un qui avait besoin d'un refuge pour une nuit. Anna ouvrait toujours, partageait son pain, offrait son plancher pour dormir. C'était sa façon de rendre ce qu'on ne lui avait jamais donné, la compassion humaine. Un jour, elle acheta la Gazette de Rio au marché. C'était devenu une habitude morbide, suivre ce qui arrivait à Whitfield de loin. L'article était en page 3. Edward Whitfield fuit vers l'Uruguay. Le texte expliquait qu'accablé de dettes et de poursuites judiciaires, l'ancien planteur avait quitté le Brésil. Il était recherché par la police pour trafic d'esclaves. Ses terres avaient été vendues aux enchères. Sa réputation était en lambeaux. Anna plia le journal lentement. C'était fini. Vraiment fini. Whitfield avait tout perdu.
sa fortune, son statut, sa liberté même. Il était en fuite, ruiné, méprisé. Elle ne ressentait pas de joie particulière. Juste une satisfaction calme. La justice avait été faite. Pas la justice des tribunaux peut-être, mais une justice plus profonde, plus personnelle. Le soir, assise à sa fenêtre qui donnait sur la rue animée, elle repensa à son parcours incroyable. 2 ans d'enfer absolu sous les mains de Whitfield. Chaque jour une torture nouvelle, chaque nuit une humiliation différente. Puis des mois de planification patiente et méticuleuse, où chaque geste devait être calculé, chaque risque évalué, l'exécution parfaite de son plan, synchronisée comme une horloge suisse. Et maintenant cette liberté douce et précieuse qu'elle savourait chaque seconde. Elle avait appris des choses fondamentales sur elle-même, qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait possible, que l'intelligence et la patience pouvaient vaincre la force brute et le pouvoir. Qu'il fallait parfois jouer un rôle, se faire invisible, paraître brisé pendant qu'on forgeait sa libération dans le secret. Que la patience n'était pas de la passivité, mais une arme redoutable entre les mains de quelqu'un qui savait attendre le moment parfait. Elle pensa à toutes les femmes comme elle dispersées dans tout le Brésil, esclaves, propriétés, objets entre les mains d'hommes cruels et sans scrupules. Combien rêvaient de se venger mais ne le pouvaient pas? Combien mouraient sans jamais reprendre leur dignité volée? Combien restaient prisonnières de leur peur et de leur impuissance? Elle avait eu de la chance. Les bonnes circonstances, les bons secrets découverts au bon moment. Mais elle avait aussi fait ses propres choix. Elle aurait pu rester passive. Elle aurait pu accepter son sort. Au lieu de ça, elle avait observé, appris, planifié, agi. Anna Ferreira n'était qu'une récompense de jeu, un objet gagné aux cartes. Mais Ayana avait décidé autrement. Elle avait repris le contrôle. Et maintenant, elle était libre. Vraiment libre.